Et si une grande partie de ce que nous croyons sur l'être humain était fausse? Et si nous n'étions pas des pages blanches, façonnées uniquement par l'éducation, la culture ou la société? Et si certaines de nos peurs, de nos désirs, de nos conflits relationnels étaient profondément humains, inscrits dans notre nature même? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on s'attaque à un livre dérangeant, brillant, parfois inconfortable, The Blank Slate de Steven Pinker. On va voir ensemble comment cette idée de la page blanche a façonné notre vision du monde et pourquoi la science nous raconte une histoire bien différente, et surtout on va découvrir ce que ça change concrètement dans nos relations de tous les jours. Accrochez-vous, le voyage commence maintenant. Depuis des décennies, une idée domine notre manière de penser l'humain. L'homme naîtrait sans nature propre. Nous serions des produits quasi exclusifs de notre environnement, notre éducation, notre culture, nos expériences. C'est une idée séduisante, pleine d'optimisme. Steven Pinker appelle cela la tabula rasa, ou la page blanche, l'idée que l'esprit humain est vierge à la naissance, prêt à être entièrement écrit par la société. À cette idée s'ajoutent deux autres croyances très populaires, presque des dogmes de la pensée moderne. D'abord celle du bon sauvage, popularisée par Rousseau. L'humain serait naturellement bon, pur, pacifique, et c'est la société qui le corromprait, qui introduirait la violence, l'égoïsme, les inégalités. Ensuite, il y a ce que le philosophe Gilbert Ryle appelait le fantôme dans la machine. C'est l'idée que notre esprit, notre conscience, notre moi, serait une entité complètement libre, détachée de notre corps biologique, de notre cerveau, de nos gènes. Une sorte de pilote immatériel aux commandes d'une simple machine de chair et d'os. Ces trois idées combinées, la page blanche, le bon sauvage et le fantôme dans la machine, forment ce que Pinker appelle le dogme orthodoxe. Elles sont partout, dans nos politiques éducatives, dans nos discours sociaux, dans nos films, dans notre façon même de parler de nous. Le problème, selon Pinker, ce n'est pas que ces idées soient belles ou morales, c'est qu'elles sont scientifiquement fausses, et ignorer la réalité, même avec les meilleures intentions du monde, finit toujours par se payer cher. Alors, que dit vraiment la science? Pour déconstruire ce mythe de la page blanche, Pinker convoque l'artillerie lourde. Il s'appuie sur des décennies de recherche en sciences cognitives, en neurosciences, en psychologie évolutionniste et en génétique comportementale. Et le constat est sans appel, le cerveau humain n'arrive pas vite dans le monde. Il n'est pas une page blanche, ni une masse de cire informe. Il est plutôt comme un cahier déjà bien entamé, avec une structure, des chapitres, des lignes directrices. Nous naissons avec tout un équipement de base. Des émotions fondamentales comme la joie, la peur, la colère, le dégoût, qui sont universelles à travers toutes les cultures. Des mécanismes d'attachement qui nous poussent à créer des liens forts avec nos proches. Des intuitions morales primitives sur ce qui est juste ou injuste. Nous avons aussi des tendances innées à la coopération, mais aussi à la rivalité, à la formation de hiérarchie. Notre cerveau est pré-câblé avec des structures cognitives communes à toute l'espèce, qui nous permettent d'apprendre un langage, de reconnaître des visages, de raisonner sur le monde physique. La culture ne crée pas l'humain à partir de rien, elle travaille sur une architecture qui existe déjà. C'est une excellente métaphore que celle de l'instrument de musique. La culture peut accorder l'instrument différemment. Elle peut composer des mélodies sublimes ou des airs dissonants, mais elle ne crée ni les cordes, ni la caisse de résonance. Ces dernières, c'est notre biologie, notre héritage évolutif qui nous les fournit. La culture module, amplifie, inhibe, mais elle part toujours d'un matériau préexistant, la nature humaine. Mais alors, si les preuves scientifiques y sont si nombreuses, pourquoi cette idée de nature humaine fait-elle si peur ? Pourquoi est-elle si souvent rejetée, parfois avec une violence inouïe? Pinker explore ces résistances avec beaucoup de finesse. La peur principale, c'est que, si on admet que nous avons une nature, cela justifierait les pires aspects de la société. Si les inégalités sociales ont une base, même infime, dans des différences innées, alors à quoi bon lutter pour l'égalité? Si le sexisme, les rôles de genre s'ancrent dans des différences biologiques entre hommes et femmes, alors le féminisme est un combat perdu d'avance. Si la violence et l'agressivité
font partie de notre répertoire comportemental hérité, alors la paix est une utopie. Et puis, il y a la peur ultime, celle du déterminisme. Si nos gènes et notre cerveau influencent nos choix, sommes-nous encore libres? Où est notre libre arbitre? Où est notre responsabilité? Face à ces angoisses, la réponse de Pinker est limpide et, à mon sens, profondément humaniste. Il dit « Attention à ne pas confondre une explication avec une justification. Reconnaître une nature humaine, ce n'est pas s'y résigner. C'est au contraire se donner les moyens de la comprendre pour mieux la maîtriser. Refuser de voir nos tendances agressives n'a jamais empêché une seule guerre. Refuser de voir nos biais cognitifs et nos préjugés innés n'a jamais créé une société plus juste. Au contraire, c'est en comprenant les racines de la violence qu'on peut créer des institutions qui la contiennent. C'est en connaissant nos biais qu'on peut concevoir des systèmes pour les corriger. On ne répare pas une machine dont on refuse de lire le mode d'emploi, on ne corrige pas ce qu'on nie. La vraie liberté, ce n'est pas de nier nos contraintes, c'est de les connaître pour mieux jouer avec. Et c'est ici que le livre de Pinker devient absolument essentiel pour notre odyssée relationnelle. Car si la nature humaine existe, alors elle s'exprime avant tout dans nos relations. Comprendre que nous ne sommes pas des pages blanches change radicalement notre façon de voir nos vies intimes et sociales. Cela permet de mieux comprendre les conflits amoureux qui ne sont pas toujours des fautes morales ou des problèmes de communication, mais souvent l'expression de stratégies évolutives divergentes entre hommes et femmes. Ça éclaire les jeux de pouvoir et de statut, omniprésents dans nos amitiés et nos groupes de travail. Ça donne des clés pour comprendre la jalousie, non pas comme une pathologie à éradiquer, mais comme un mécanisme de protection du lien, parfois mal calibré. Ça explique nombre d'incompréhensions entre les sexes qui ne sont pas que des constructions sociales, mais qui reposent aussi sur des prédispositions psychologiques différentes en moyenne. Ça nous aide à décrypter les dynamiques familiales, la rivalité entre frères et sœurs, l'amour parental inconditionnel, le népotisme. Beaucoup de nos tensions relationnelles ne sont pas des échecs personnels ou moraux. Ce sont des frictions naturelles, issues de notre nature mais que nous comprenons mal, car nous les interprétons avec le logiciel erroné de la page blanche. Attention, cela ne nous enlève en rien notre responsabilité. Savoir qu'une tendance est naturelle ne veut pas dire qu'elle est bonne ou inévitable. La colère est naturelle, mais ça ne justifie pas de frapper quelqu'un. La maturité relationnelle, peut-être, commence précisément ici, quand on cesse de fantasmer un humain idéal, désincarné, parfaitement malléable, et qu'on apprend à composer avec l'humain réel, avec ses grandeurs et ses faiblesses, ses élans de coopération et ses pulsions égoïstes. C'est un travail bien plus exigeant, mais tellement plus fécond. En conclusion, The Blank Slate ne détruit pas l'humanisme, contrairement à ce que ses détracteurs affirment. Il le fait grandir, il le rend adulte. Steven Pinker nous propose un humanisme débarrassé de ses illusions, sans la naïveté du bon sauvage, mais profondément respectueux de la complexité de l'humain réel. Il nous rappelle que comprendre d'où nous venons, comprendre les contraintes biologiques et évolutives qui nous façonnent, n'enlève absolument rien à ce que nous pouvons devenir. C'est peut-être même la condition sine qua non pour progresser. C'est en connaissant la matière première que l'artisan peut créer son chef-d'œuvre. De la même manière, c'est en connaissant notre nature humaine que nous pouvons espérer bâtir des sociétés et des relations plus justes, plus lucides et finalement plus apaisées. C'est un chemin exigeant qui demande du courage intellectuel, mais c'est une voie incroyablement libératrice. Alors, et vous ? Après avoir entendu tout ça, qu'en pensez-vous? L'être humain est-il pour vous une page blanche façonnée uniquement par son environnement? Ou plutôt un livre fascinant, déjà commencé à la naissance, et que nous avons la liberté de continuer à écrire? J'ai vraiment hâte de lire votre avis en commentaire. Et si cette odyssée au cœur de la complexité humaine vous parle, si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour un nouveau voyage.